Un millier de médecins et scientifiques dénoncent la proposition de loi Duplon qui vise à réintroduire certains pesticides. Examinée cette semaine à l'Assemblée nationale, la proposition remet aussi en cause le rôle de l'ANSES, l'agence chargée de la sécurité sanitaire. Les signataires, eux, dénoncent le risque d'affaiblissement du rôle de l'ANSES et l'impact des pesticides sur la santé. Nous en parlerons au début de ce JT. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne du lundi 5 mai. Et les effets des pesticides sur la santé sont au cœur des divergences sur cette proposition de loi. En milieu professionnel, certaines études ont montré une augmentation du risque de cancer au contact de ces agents. Un problème que connaît bien Marcel Brélivet, un ancien agriculteur pour qui le lien entre son cancer et une exposition au glyphosate a été officiellement reconnu. Maël Delmure est allé à sa rencontre. Marcel Brélivet, agriculteur à la retraite. J'ai un cancer de la prostate reconnu comme dû aux pesticides. Moi j'étais en agriculture conventionnelle pendant toute ma carrière et j'ai forcément utilisé beaucoup de pesticides. Mais depuis son cancer de la prostate, Marcel mène une croisade contre les pesticides avec ses armes bien à lui. C'est un outil qui servait, me dit-on, à défricher les agents. Donc moi je l'utilise pour défaire des chardons. Justement, il faut revenir à certaines méthodes. C'est vrai qu'on ne peut pas solutionner tous les problèmes avec ça, mais plutôt que de mettre un pesticide sur quelques chardons qu'il y a dans le champ, c'est quand même plus intelligent de faire ça à la main et ça ne nous prend pas beaucoup plus de temps. L'exploitation reprise par son fils est aujourd'hui labellisée biologique, mais les dégâts pour la santé de Marcel, eux, sont irréversibles. Au terme d'un long périple et de différents contrôles, la MSA m'a déclaré que ma maladie était une maladie professionnelle. Pour Marcel, la proposition de loi Duplon prévoyant de réintroduire des pesticides interdits en France depuis des années est contre-productive. On avait commencé à réorienter, mais avec ce qui se présente avec la future loi Duplon, si elle est adoptée, on va faire une marche arrière considérable. On l'a compris, cette proposition divise et parmi les principaux désaccords, les conséquences sur la santé, mais aussi le rôle de l'ANSES. Dans ce texte, on nous parle de la potentielle création d'un conseil d'orientation qui pourra désigner des pesticides prioritaires pour lesquels on estime qu'il n'y a pas d'alternative. Et le ministère de l'Agriculture pourra alors se passer de l'avis de l'ANSES, l'autorité qui les autorisait jusqu'ici. Pour les signataires, la création de ce conseil serait une remise en cause de la place de l'expertise scientifique, un avis que contredit le sénateur du Finistère, Michel Canévet. Le sujet, il est tout simple, c'est d'éviter les surtranspositions européennes, parce qu'on a tendance en France à vouloir mettre plus de réglementation que ce que l'Europe nous permet. Non, ce n'est pas un recul pour la santé publique, dans la mesure où il s'agit de pouvoir utiliser les néonicotinoïdes lorsqu'il n'y a pas d'autres alternatives permettant effectivement de produire. On a l'exemple en France des noisettes où il n'est plus possible de produire des noisettes alors que nous avons beaucoup de producteurs et que c'est un produit qui est très consommé tout simplement parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser les néonicotinoïdes. Ce que font les autres qui nous amènent des noisettes, notamment de Turquie. C'est absurde. Et pour ce qui concerne les utilisateurs, non, il s'agit simplement que l'on revienne à une situation pragmatique, c'est-à-dire que le ministre doit être en capacité de décider. Et pour que le ministre puisse décider, il est bien qu'il y ait un petit conseil autour du ministre qui puisse lui donner tous les éléments permettant de décider. Et retour en Bretagne où une nouvelle fusillade a éclaté samedi dernier en fin d'après-midi dans le quartier de Villejean à Rennes. 3 mineurs âgés de 16 à 17 ans ont été grièvement blessés. 2 ont été touchés par balle et le 3e violemment frappé à plusieurs reprises. Les 3 assaillants présumés, âgés eux de 19 à 21 ans, ont été interpellés sur la commune de Saint-Grégoire. Une arme automatique de type Kalachnikov a été retrouvée sur leur itinéraire de fuite. À ce stade, les 3 suspects sont toujours en garde à vue et malgré l'arrivée de la CRS 82 déployée au moins jusqu'à aujourd'hui, les habitants restent très inquiets. Laura habite le quartier de Villejean depuis toujours. De la vie qu'elle a connue ici, cette quinquagénaire garde un bon souvenir. Rien à voir avec aujourd'hui. Je ne reconnais pas Villejean comme je l'ai connu. Avant, Villejean était vivant. C'était attractif. Maintenant, les gens, ils vivent avec la peur, quoi.
En colère et la boule au ventre, c'est comme ça que Laura traverse la dalle Kennedy pour faire ses courses. Dans sa tête, les fusillades à répétition, toujours à l'affût d'un éventuel tir. Ça peut être moi, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des enfants. Quand je rentre des courses, c'est ouf. Je suis rentrée. Et ce n'est pas la présence de la CRS 82 depuis samedi qui la rassure. Aujourd'hui, elle constate que les effectifs ne sont pas suffisants. L'après-midi, ils sont là, mais après, c'est fini. Un constat forcément partagé par les syndicats. La CRS 82 avait été rappelée en renfort, elle était sur le terrain. Ils repartent, qu'est-ce qui se passe? Ça recommence. Occuper un quartier comme ça avec 2 patrouilles, une patrouille de 2, une patrouille de 3, c'est compliqué. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? À un moment, on ne peut pas être partout. Il faut du chiffre, du chiffre, du chiffre. Aujourd'hui, Laura souhaite déménager et quitter Villejean définitivement. Les 6 fusillades auront eu raison de son amour du quartier. Toiture effondrée ou encore mur calciné. Un incendie s'est déclaré dans la salle de séminaire de l'hôtel Kyriade à Lannion ce dimanche 4 mai, peu avant 22 h. 47 personnes ont été évacuées et 4 d'entre elles transférées à l'hôpital de Lannion. Ce sont au total 43 sapeurs-pompiers, 22 véhicules ainsi qu'un drone qui ont permis d'éteindre le feu aux alentours de 23 h. D'après les premiers éléments, l'incendie serait d'origine électrique. Et puis toujours dans les Côtes-d'Armor, bientôt la fin du chantier entamé sur la RN12 aux abords de Guingamp. À partir de ce lundi, une 3e et dernière phase de travaux s'ouvre. Le trafic en direction de Brest sera ainsi à nouveau basculé sur la voie opposée jusqu'au 28 mai. La DIR Ouest renouvelle quant à elle son appel à la prudence envers les automobilistes. Et puis la consigne pour les bouteilles en verre fait son retour par chez nous. La Bretagne et 3 autres régions ont été choisies pour expérimenter en 2025 ce qui était autrefois une habitude. Parmi les acteurs de ce projet, le collectif Distro, qui depuis 6 ans permet aux distributeurs et aux producteurs de développer une offre dans la filière du remploi du verre. En tout, ce sont 84 points de collecte et de vente répartis dans toute la région. Un reportage de Maël Delmure. Vous les avez sans doute croisés sans les remarquer pendant vos courses, mais ces bouteilles sont consignées. Une fois vides, il faut les rapporter au magasin, une pratique mise en place depuis 4 ans dans cette enseigne. Le client va prendre cette bouteille, va avoir une consigne monétaire sur cette bouteille, dont la facture 30 centimes. L'idée étant de récupérer donc, la collecte de ces bouteilles-là pour qu'elles repartent dans le circuit. Des bouteilles consignées de plus en plus nombreuses, mais pour certains clients, cela relève encore d'un autre temps. Moi, je suis arrivée à Brest en 1970 et le centre Leclerc reprenait les bouteilles vides. Plutôt les bouteilles, par exemple, de cidre qu'on a déjà achetées et qu'il faut ramener. En verre qu'on ramène en fait en magasin Biocop. Je sais qu'il y a certaines bouteilles qui sont consignées, pas d'autres. Donc généralement, je ne fais pas le tri ou l'étiquette n'est pas assez visible. Dans cette autre boutique, le retour des bouteilles est une habitude. Bonjour. Eh bien super, merci, allez hop. Ici, plus de la moitié des bouteilles vendues sont consignées. Ce brasseur est l'un des premiers à avoir mis en place ce modèle dans le Finistère. Bon. Une de plus, une. Un engagement environnemental obligeant le brasseur à changer ses habitudes de production. Alors là, on est sur une limonade qui est réutilisable et sur cette limonade, on a un code barre qui nous permet d'identifier la bouteille comme consignée. Et c'est grâce à ce code barre, sur toutes les bouteilles, qui va nous permettre de se dire on peut l'utiliser, on peut la réemployer. Et l'étiquette est particulière, donc cette étiquette n'a pas de vernis et une colle hydrophobe qui s'en va très bien au lavage et pour faciliter en fait le travail des laveurs. La réutilisation des bouteilles devrait se populariser. La loi AGEC oblige les distributeurs à réemployer 10% des contenants d'ici 2027. Les haras bretons auraient-ils du plomb dans les ailes? Dans un rapport paru ce 25 avril, la Chambre régionale des comptes alerte. Les 2 haras nationaux de la région seraient mal gérés et non rentables, et ce en dépit de subventions publiques massives. Sont concernés le haras de Lamballe et celui d'Hennebon, où notre reporter France-Marie Notmas s'est rendu. C'est une institution depuis 1857. Autrefois dédié à l'élevage de chevaux et propriété de l'État, le haras national d'Hennebon est détenu depuis 2016 par 4 collectivités locales. Désormais, spectacles et concours équestres y sont organisés, une diversification des activités rendue possible grâce à d'importantes subventions publiques.
Sur la période 2017-2023, la gestion du haras d'Hennebont a représenté un budget total de 15,1 millions d'euros. Les concours publics ont représenté plus de 75% des ressources et les recettes propres générées par l'activité seulement 20% environ. Malgré les aides, le haras d'Hennebont serait largement sous-utilisé, avec seulement 15 professionnels résidents accueillis depuis 2019 et moins de 20% des écuries occupées de façon permanente, un choix assumé par le directeur du haras. Si on devait utiliser ces box à l'année, on ne serait plus en capacité d'accueillir des compétitions. Donc il faut absolument qu'on puisse réserver des box pour accueillir les nombreux cavaliers qui viennent. Il y en a eu jusqu'à 700 cette semaine. Donc on est obligé de trouver la juste mesure entre l'usage au fil de l'eau et l'usage événementiel qui reste important pour que le site rayonne au niveau régional. Avec ses 23 hectares et ses 32 bâtiments, le haras d'Hennebont restera toujours déficitaire. Il peut toutefois augmenter ses recettes en changeant son mode de gouvernance. Il y a d'autres activités peut-être plus lucratives qui permettraient de réhabiliter certains bâtiments et leur donner un usage. Aujourd'hui, on ne réhabilite que les bâtiments dont on a l'usage immédiat. L'ancienne abbaye de la Joie, sur les terres du haras, pourrait ainsi se transformer en complexe hôtelier. Des investisseurs ont d'ores et déjà montré leur intérêt pour le projet. Et puis ce week-end, on fêtait un anniversaire particulier. Le 3 mai 1925, la liste sur laquelle figurait Joséphine Pencalette, ouvrière d'usine Douarnenez, était élue au premier tour des élections municipales. C'est une des premières femmes élues en France. Une élection invalidée quelques mois plus tard en raison de son genre. Le collectif Pam Prélavaux a souhaité commémorer cette date et remémorer symboliquement une place et une rue ce samedi. Un moment joyeux où on a entendu sonner les chansons de ces ouvrières. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Thé dans l'actu. D'ici là, portez-vous bien et belle soirée à vous.